Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Le Centre d'action laïque et le Centre laïque de l'audiovisuel ont réalisé à Paris un entretien avec Odon Varlet et avec Alain Finkielkraut. Je vous invite à voir maintenant cet entretien. Je suis aujourd'hui à Paris devant le Collège de France, le plus prestigieux établissement d'enseignement de la République. Pourquoi? Parce que je voudrais vous proposer une réflexion autour de ce qu'Emmanuel Lévinas appelait recevoir, célébrer, transmettre. Une réflexion autour de la transmission du savoir, du don, de l'enseignement, de l'école. Et pour ce faire, je vous propose de rencontrer deux grands intellectuels. Le premier, historien des religions, Odon Varlet, qui a écrit un très beau livre sur l'histoire alternative de nos croyances. Le second, le très profond intellectuel et philosophe français, Alain Finkielkraut. Monsieur Varlet, bonjour. Un tout grand merci à vous de nous accueillir chez vous ce matin. Vous êtes historien des religions, professeur d'université, mais surtout, vous êtes le fondateur de la Fondation Varlet, qui est une des plus grandes fondations en Europe pour l'octroi de bourses privées. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes d'un historien des religions, vous en êtes venu à consacrer une partie de votre vie au don, à l'entraide, à la solidarité. J'avais reçu de mon père un patrimoine assez important. Il avait eu beaucoup de difficultés à financer ses études. Et avec l'argent qu'il m'a laissé, j'ai créé une fondation, la Fondation Varlet sous l'égide de la Fondation de France, qui donne des bourses à des élèves très méritants, excellents élèves, mais aux ressources financières très limitées, au Vietnam, au Bénin et à Paris. J'ai donc remis au total 28 500 bourses depuis 11 ans. Magnifique projet. Vous avez le soutien des gouvernements du Vietnam et du Bénin? Écoutez, je suis d'une neutralité politique totale, une neutralité helvétique. J'ai de bonnes relations avec les autorités car je suis dans des pays stables, au Vietnam, au Bénin, qui est un des rares pays d'Afrique francophone, pacifique et démocratique. Et puis à Paris. Alors Paris est en France, mais Paris n'est pas la France. C'est très spécial. Mais enfin, les relations sont courtoises, bonnes dans les trois cas. En même temps, je précise bien que je ne suis pas dépendant des gouvernements, mais je ne suis pas non plus opposant au gouvernement. Ça me paraît très important. Il y a un côté laïque dans le don. Parlez-nous un petit peu de l'évolution du don et comment est-ce que vous inscrivez le don que vous faites, vous personnellement, dans l'histoire, je dirais, du don ici dans notre civilisation. Alors les premières fondations sont romaines. Elles avaient été créées par de riches Romains au siècle d'Auguste et dans des temples dédiés à Jupiter. Lorsque l'Empire romain s'est converti au christianisme, ces fondations ont disparu. Et en plus, il y a eu une inflation qui a rongé le capital. Ensuite, au Moyen-Âge et en France jusqu'à la Révolution française, les fondations ont été religieuses, catholiques, et c'était incontestablement la foi chrétienne et le souci de l'au-delà, du salut, qui dictait la générosité. Il y avait aussi les fameuses indulgences, y compris le trafic des indulgences. Et donc, pour s'acheter un petit coin de paradis, on faisait un don. Ça pouvait aussi être beaucoup plus désintéressé que ça, mais parfois c'était un peu ça. Et puis avec la Révolution française, on a débouché sur une philanthropie beaucoup plus laïque, ouverte à d'autres religions comme le judaïsme, comme le protestantisme, qui ont été reconnues. Et là, on est passé à une générosité laïque. Et les grandes associations humanitaires en France sont soit religieuses, souvent catholiques, comme le Secours catholique, comme la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil,
soit alors des associations ou fondations laïques, dont les plus connues sont celles des French Doctors, les Médecins du Monde, les Médecins sans frontières, et puis il y a les Restos du Cœur, il y a le Secours populaire. Donc en définitive, vous avez plusieurs sources idéologiques dans cette générosité. Moi, personnellement, je suis tout à fait écuménique, hein, c'est-à-dire à la jonction de la religion et de la laïcité. Et mon idéal, c'est un peu celui du grand poète Éluard qui souhaitait la foule immense où l'homme est un ami. Et puis, je me réfère aussi beaucoup à Aragon. Aragon avait eu un très beau poème sur le don en disant que de toute sa vie, j'aurais voulu être utile. J'aurais voulu être utile, c'est-à-dire ne pas finir ma vie en ayant été inutile. Bon, mais ça, je crois que c'est un sentiment qui est très partagé. La générosité, c'est un sentiment qui est en croissance dans nos sociétés, à votre estime, ou bien il y a un repli, on parle beaucoup d'individualisme, de repli sur soi, de privatisation des existences, d'évolution de l'égoïsme. Comment est-ce que vous vivez ça concrètement dans votre travail justement de solidarité? On pourrait dire que la générosité, c'est dans les gènes, hein, puisque les mots sont de même racine. Il y a des traditions familiales de générosité. Cela étant, il ne faut pas non plus idéaliser la générosité. Je crois qu'on donne pour recevoir des satisfactions diverses. Moi, je suis très heureux quand certains de mes étudiants sont reçus dans des grandes écoles, etc. Je pense que dans générosité, dans don, il y a aussi échange et partage, hein. Et je pense toujours au titre de ces deux pièces de Claudel, le partage de midi et puis l'échange. S'il n'y a pas cette circulation, je dirais, de plaisir de penser, comme dit la psychanalyste Sophie de Mijola-Mellor, on a un peu raté son but. Si on donne et qu'on est fondamentalement insatisfait, vaut mieux ne pas donner, hein. Il faut que ça rende heureux, mais en même temps, on n'est pas heureux tous les jours. C'est beaucoup de soucis, bien entendu, c'est beaucoup de travail. Donc il faut proportionner un petit peu ses capacités de donner à ses moyens de recevoir, et vice-versa. Donner à l'État sous forme de la fiscalité, sous forme des cotisations sociales, ça devrait en tout cas être une forme, je dirais, de plaisir, de contribuer à la solidarité de la collectivité pour les gens qui ont eu moins de chance à la naissance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des grandes fortunes aux États-Unis, comme Warren Buffett, qui ont proposé de payer plus d'impôts. Incontestablement, la solidarité nationale par l'impôt ou par les cotisations sociales, c'est fondamental, hein. L'initiative privée ne peut apporter qu'un complément. Mais ce complément peut être utile. Je ne dis pas qu'il soit toujours utile. Malheureusement, il y a des associations, il y a des fondations qui sont plus ou moins bien gérées. Mais ça peut être utile et naturellement, ça ne dispense pas de l'effort fiscal, de l'effort de cotisation. Surtout dans nos pays qui ont actuellement beaucoup de dettes ou de déficits, on sait bien que les impôts et les cotisations ne vont probablement pas s'alléger dans les années qui viennent. Quel serait votre plaidoyer pour convaincre le téléspectateur qu'il faut aider les pays du Sud? Alors, la Corrèze plutôt que le Zambèze, c'était une formule d'un journaliste des années 50, Raymond Cartier, qui écrivait dans Paris Match. Et il disait, au fond, c'est bien gentil, on aide les pays du Sud. Déjà, à l'époque coloniale, on le disait. Et d'ailleurs, en France comme en Belgique, il y avait tout un parti anticolonial qui disait, mais on gaspille l'argent, on ferait mieux d'aider les ouvriers de chez nous, plutôt que de dépenser autant d'argent dans les colonies. Et après l'indépendance, on l'a dit encore. Alors, je pense que ce mouvement-là, il est en train de renaître, parce qu'on se dit, on a tellement de misère en Europe. Quand on voit les sans domicile fixe à Bruxelles ou à Paris, pourquoi aller toujours secourir les misères des autres, d'autant que ça fait 50 ans qu'on leur donne de l'argent depuis l'indépendance, ils n'ont pas fait beaucoup de progrès économiques. C'est pas totalement faux, ce raisonnement-là.
Et d'ailleurs, en ce moment, ce qui marche le mieux, c'est la solidarité de proximité. Cela étant, je pense que ça n'est pas non plus totalement justifié. Simplement, il est plus facile d'aider près de chez soi que loin. Il est plus facile d'aider son prochain que son lointain. D'ailleurs, si on quitte un peu la laïcité, l'Évangile parle toujours du prochain. Aimer son prochain comme soi-même, il ne parle jamais du lointain. Parce qu'au temps de Jésus, on ne connaissait pas le lointain. Jésus, c'était un marcheur, comme Bouddha ou comme Mohamed, qui a dû faire pas plus de 100 km de rayon autour de ces bonnes villes, de Bethléem ou de Nazareth ou de Jérusalem. Donc aujourd'hui, aider son lointain, c'est extrêmement difficile. Il faut probablement plus de compétences, plus d'expérience, plus de vigilance et plus de vérification du bon usage de l'argent, surtout lorsqu'on est dans des pays où la corruption est très étendue, mais il ne faut quand même pas négliger le lointain. Monsieur Vallet, une dernière question. Vous avez fait l'éloge du don, de la générosité, du partage. C'est une des définitions possibles du bonheur, de votre bonheur d'exister? Écoutez, d'une manière générale, la solitude affective n'apporte pas le bonheur. Alors je sais bien qu'il y a des ermites, mais ça n'est pas mon cas. Je crois que dans la vie, il faut toujours essayer d'avoir un réseau d'amis. L'amitié, c'est très important, peut-être plus que l'amour encore. C'est probablement plus durable. Et par conséquent, si on peut, à travers un acte de don, apporter quelque chose à quelqu'un, mais recevoir quelque chose de cette personne, oui, ça peut concourir à une certaine forme d'équilibre, de bonheur, même si ce n'est pas tous les jours, et d'harmonie. Le mot harmonie étant le terme clé dans la civilisation chinoise ou vietnamienne. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous propose maintenant une rencontre avec le philosophe Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut qui va nous entretenir de la transmission du savoir, de l'école, de la culture et aussi de l'environnement, comme il l'a fait dans un très beau livre, Nous autres modernes, le résumé de ses cours à l'école polytechnique. Place à Alain Finkielkraut. Ma première question sera sur la vision que vous avez de la culture aujourd'hui, dans l'explication, dans ce dialogue avec Alain Badiou. Vous écrivez « L'inculture pour tous est une conquête démocratique sur laquelle il sera très difficile de revenir ». Depuis que le livre de Bourdieu est paru, dans les années 60, Les Héritiers, un soupçon pèse sur les enfants de la bourgeoisie. Ils auraient une familiarité acquise dans leur milieu avec les beaux livres, avec la belle langue. Et au nom du souci d'égalité, on voudrait en quelque sorte les déposséder, empêcher qu'ils ne puissent jouir plus longtemps de ce privilège. Et donc, au lieu de vouloir élargir autant que faire se peut l'héritage, on est presque conduit à déshériter tout le monde. Je voyais l'autre jour un reportage à la télévision française et j'y ai appris que des parents d'élèves militaient pour qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison pour les élèves du primaire. Et, disait-il, certains sont avantagés, car leurs parents sont là ou les aident, d'autres ne le sont pas, et donc on va éviter ce déséquilibre en faisant en sorte qu'il n'y ait de devoirs pour personne. Et d'autre part, on a le sentiment aujourd'hui
que le grand projet humaniste de passage de l'inculture à la culture se dissout dans le tout culturel. C'est un des autres effets de la démocratie dans laquelle nous vivons. La culture a de plus en plus de mal à se démarquer de ce qui n'est pas elle. Cette démarcation, cette distinction sont jugées discriminatoires, attentatoires à la variété des goûts et même élitistes. Le mot élitisme a pris une tonalité, une nuance, une connotation péjorative depuis les années 60-70 du XXe siècle, et on en voit les effets dans l'enseignement aujourd'hui et dans l'idée dominante de la culture. Au fond, d'une certaine manière, l'école a failli dans la transmission du savoir. L'école a failli, mais elle a failli aussi parce que la transmission, aujourd'hui, est rendue très fragile. Très fragile par la convergence de deux phénomènes, la révolution démocratique et la révolution technologique. La révolution démocratique, très bien décrite par Tocqueville, c'est le progrès, la généralisation, le déploiement de l'idée du semblable, l'égalité des conditions. Cette égalité entre les êtres rend les gens de plus en plus allergiques à toute forme de dissymétrie. L'autorité ne résiste pas à la montée, au développement du sentiment d'égalité. Et l'autorité des maîtres, notamment. Par exemple, aujourd'hui, on dit que la qualité d'un maître se juge à son aptitude à tenir une classe. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, on ne posait jamais la question en ces termes. Révolution démocratique donc, révolution technologique aussi. Nous changeons d'univers, nous perdons le livre, nous perdons la matérialité du livre, nous perdons l'expérience du livre. Alors, je ne dirais pas qu'on ne lit plus, non. Il est vrai qu'avec l'ordinateur, on ne peut pas dire que l'image ait tué l'écrit. L'écrit est toujours vivant, mais la lecture s'est scindée du livre. Ce n'est plus la même lecture. Le livre a perdu la bataille de la lecture. Et cela, justement, met la transmission en très grand péril. Et je voudrais revenir, Monsieur Finkielkraut, sur la question de l'égalité, parce que vous citez un très beau texte de Simon Leys, que je me permets de lire, justement sur la question de l'égalité. Et Simon Leys écrit « La démocratie est le seul système politique acceptable, mais précisément, elle n'a d'application qu'en politique. Hors de son domaine, elle, c'est-à-dire l'égalité, est synonyme de mort. La vérité n'est pas démocratique, ni l'intelligence, ni la beauté, ni l'amour. Une éducation vraiment démocratique est une éducation qui forme des hommes capables de défendre et de maintenir la démocratie en politique, mais dans son ordre, qui est celui de la culture, elle est implacablement aristocratique et élitiste. » Oui, ça traduit bien votre pensée. C'est un texte absolument magnifique et qui pointe le grand problème de notre temps et la difficulté qui est la nôtre, car nous devons veiller, bien sûr, à défendre la démocratie comme régime. Nous savons qu'elle n'est pas éternelle, nous savons qu'elle est fragile, nous savons à quel défi elle doit répondre. Nous savons qu'elle a pu succomber à la tentation totalitaire ou sous le joug du totalitarisme. Mais la démocratie, lorsqu'elle sort de son lit, devient non plus un bien à défendre, mais un problème à affronter. Et donc nous sommes partagés entre ces deux exigences. Défendre la démocratie de manière intransigeante dans son ordre et lutter contre cette hyper-démocratie qui, en effet, en pénétrant les domaines de la culture et de l'école, rendent et l'enseignement et la culture elle-même extraordinairement vulnérables.
Vous êtes un des rares philosophes qui parlait de la question environnementale, de la catastrophe écologique potentielle. C'est pour ça que vous citez des auteurs passionnants comme Hans Jonas, l'heuristique de la peur. Et vous écrivez dans Nous autres modernes, « L'homme donc est seul, partout. Comme dit avec le poète Claudel, le physicien Heisenberg, il ne rencontre que des instruments ou des structures dont il est l'auteur. Aussi loin qu'il aille dans le dépaysement, c'est toujours à lui qu'il a affaire. Il ne se perd pratiquement jamais de vue, tout ou presque lui renvoie son image. Le monde n'est plus un mystère, mais un miroir. La création tend à devenir sa création. » Changer le monde a été longtemps le grand slogan de la politique. Peut-être faut-il maintenant se demander s'il ne s'agit pas plutôt de sauver le monde et passer, comme le dit Hans Jonas, du principe espérance au principe responsabilité. C'est une mutation extraordinaire qui nous est demandée et qui d'ailleurs ne concerne pas que la nature. Je plaiderais, moi, pour une écologie généralisée. Écologie, oui, de la terre qui ne doit pas être exclusivement occupée par nous-mêmes, mais aussi écologie de la langue qui nous concerne et que nous abîmons, écologie de la culture, toutes ces préoccupations, toutes ces responsabilités qui malheureusement ne préoccupent pas l'écologie politique. L'une des grandes tristesses de l'époque, c'est le contraste qu'il y a entre l'impératif écologique et l'incarnation politique qu'aujourd'hui il a reçue. Vous parlez de laïcité et de l'école. Je sais bien que la situation française n'est évidemment pas la situation belge, mais il y a une formule que vous utilisez qui m'a fort frappé, une définition de l'école qui est pour vous le lieu de la suspension des arrogances, que j'ai trouvé un beau thème. Vous pouvez en dire quelques mots pour conclure cette émission ? Oui, le lieu de la suspension des arrogances, parce que je pense que l'école est un espace laïque, mais pas un espace profane. Donc, il y a un sacré laïque. Et à l'école, on fait allégeance au savoir, diraient les uns, ou à la culture. Et je parlais de suspension des arrogances pour justifier aussi l'interdiction du foulard islamique. Parce que le voile n'est pas à l'école une manifestation de pudeur, mais une sorte d'étalage ou d'exhibition de soi, d'affirmation identitaire. À l'école, on met cette identité de côté pour se rendre disponible précisément à un savoir qui nous transcende. Et c'est ça, cette suspension, d'une certaine manière, de la diversité des identités pour converger vers la transmission du savoir, vers, voilà, selon la formule d'Emmanuel Lévinas, recevoir, célébrer, transmettre. Exactement. C'est ça le sens, j'imagine, de votre message. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Figueroa. Merci à vous. Merci.